Thank you very much, Edwige, and thanks very much also to my speakers in this roundtable for. Merci à tous et merci aux présentateurs. Merci d'avoir attendu. Nous sommes un petit peu en retard, effectivement, mais bon, ça fait partie du jeu. Deux mots, et je ne vais pas faire d'introduction, tout comme Molly Peter, juste dire que le forum, en fait, permet de développer les initiatives au niveau européen. Et nous avons publié un manifeste l'an dernier, et en fait, nous appelons de nos voeux une Europe de la santé. En fait, nous ne mettons pas l'accent juste sur la préparation sur la réponse, mais sur les objectifs à long terme afin de préparer des systèmes et une société qui répondent aux pandémies. Nous avons vu des étapes positives, mais globalement, nous n'y sommes pas encore. En fait, si vous demandez ce qui est nécessaire pour arriver à ce modèle, il dirait probablement qu'il faut changer de traité. Il faut un nouveau traité afin d'apporter un défi, de porter un défi aux dirigeants. Plus de pouvoir à lui. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant, mais je ne suis pas sûr que les décideurs l'aient entendu. En ce qui concerne les objectifs. Et donc, il faut travailler sur la recherche et la transformation digitale. Et je vais dès lors passer la parole au premier orateur. Table ronde, c'est Gunhild Waldemar. Est-ce que vous le présentez, Dorly? C'est le président de Biomed Alliance, c'est ça? Yes, Gunhild is a professor of clinical neurology at the University of Copenhagen. Gunhild is a neurology professor at Copenhagen, à l'Université de Copenhague. Elle est membre de l'Alliance des scientifiques européens. Gunhild, nous attendons vos commentaires avec impatience. Je suis très heureuse de participer à ce débat. Et nous soutenons ce forum. Et donc, notre mission est de promouvoir l'excellence dans les écoles européennes pour les patients et citoyens européens. Nous soutenons le développement des problèmes européens. Certaines doivent être résolues. Et je dirais en introduction que l'Europe est en retard en ce qui concerne l'innovation en matière de santé par rapport à d'autres pays, alors que nous avons des scientifiques de très haut niveau. Il faut noter un manque de coordination internationale au niveau européen en ce qui concerne la recherche et la santé. Un autre problème est le manque de synergie entre les différents mécanismes de recherche au niveau européen et les priorités nationales.
les professionnels de santé et les parties prenantes ne font pas partie du processus de développement des initiatives de santé et nous avons globalement une complexité au niveau des règles qui n'est pas nécessaire. En fait, pour améliorer ce système, c'est une meilleure coordination et dès lors, il faut un leadership visionnaire et ambitieux qui réponde justement aux besoins de ces citoyens. Il faut des formations qui soient disponibles pour les citoyens et les professionnels de santé afin qu'ils puissent participer efficacement aux initiatives. Et dès lors, les parties prenantes, les citoyens, la communauté scientifique qui vient des différentes disciplines scientifiques doivent être inclus. Et il faut bien évidemment aligner les approches législatives nationales afin d'évaluer la situation et voir comment on doit coordonner les différentes structures qui existent déjà au niveau européen. Il faut surtout s'assurer que les initiatives de santé soient liées, soient la suite de la recherche et donc de la science. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Gunhild Waldemar d'Orly. Nous passons au speaker suivant qui est Pei-Ling Yap. Je ne suis pas sûre de la présentation. Thank you. Pei-Ling is a chief scientist at IDARE, the International Digital Health and AI Research Collaborative in Geneva. Alors, Pei-Ling travaille à l'Institut collaboratif sur la recherche sur l'intelligence artificielle. Thank you very much, Dolly, and thank you for the invitation. It's my pleasure to share this space. Merci. Ma recommandation serait d'investir dans la transformation digitale du système de santé et du système de recherche dans un système ouvert et incluant. L'investissement principal serait de construire des communautés interdisciplinaires afin que la technologie puisse être partagée. Il y a des plateformes collaboratives qui permettent de répondre à ces demandes et mettre cette collaboration. Un ingrédient essentiel est la qualité des données, donc le big data. C'est très important et nous devons avoir une plateforme qui nous donne accès à cette big data de façon responsable. Nous devons avoir une approche nouvelle en ce qui concerne l'approche à ces données et afin que cette approche soit partagée de façon égale. Ensemble, avec un réseau de 40 universités et d'instituts de recherche, nous essayons de créer une infrastructure qui permette un accès ouvert et le partage des données. L'objectif est que les données soient ouvertes à tous. La plateforme doit permettre l'utilisation de ces données sans les détériorer. Un autre investissement serait de créer un système de données ouvertes qui permettent de
construire leurs infrastructures nationales. Regardons ce qui a été fait en Estonie. Il est important de donner que ce système permette l'utilisation et le partage des connaissances. Et ce serait un système de séquestre. Il y a des solutions digitales qui sont maintenant disponibles. Après, il faut choisir comment les utiliser. Il faut réfléchir un petit peu et peut-être mettre l'accent sur la recherche qui permettent de s'assurer que les réponses soient générées par les demandes. Il faut travailler avec l'intelligence artificielle afin d'avoir une solution appropriée et participer avec les citoyens afin de s'assurer que tout le monde ne soit pas infecté lors d'une nouvelle pandémie. Ce mécanisme doit être protégé et doit permettre la possibilité de contrôler et de se connecter de façon correcte. En conclusion, investir globalement de façon collaborative avec toutes les parties prenantes et tous les pays. Le prochain speaker d'Orly, je vous laisse le présenter. Il s'agit de Frick Spinvinge. Thank you. Frick is the director of FEANSA, the European Federation of National Organizations working with the homeless. Le directeur des fédérations qui travaillent avec les sans-abri, et Frick va nous présenter son point de vue sur le besoin de collaboration pour répondre aux inégalités en termes de santé. Frick. Merci. Alors, rapidement, j'ai 4 recommandations. Si vous voulez une Europe de la santé, il faut garder une place à la table à la société civile. Et donc, pas uniquement au niveau national, mais au niveau européen. Et il est important de travailler au niveau européen car elles apportent leur propre expertise et un lien avec la base. Donc, s'assurer que la société civile participe aux travaux. Deuxièmement, la lutte contre les inégalités doit être une priorité. Je sais que dans les politiques, cela est mentionné, mais pas vraiment comme un problème clé et pas vraiment un objectif clairement défini. Et cela a tendance à être oublié. Et en fait, il est important d'avoir une compréhension plus précise et comment répondre à ces exigences. Je dirais qu'il faut vraiment permettre l'accès à des logements de qualité. Et il faut vraiment mettre l'accent sur le logement, et cela a été révélé lors de la pandémie, et travailler sur ces inégalités en termes de santé. Troisièmement, nous voulons
atteindre les parties vulnérables de la population, il faut renforcer la collaboration entre les différents secteurs. Il y a des barrières, il y a des murs, et il y a des fenêtres qu'il faut briser. La pandémie nous a montré que les secteurs pouvaient manquer d'efficacité. Il y a des problèmes et il faut pouvoir faire plus. C'est également vrai au niveau européen, au sein de la Commission européenne. La DG Santé pourrait collaborer avec d'autres DG. Et il est dommage d'avoir des réunions séparées lorsqu'elles pourraient avoir lieu ensemble. Et quatrièmement, nous disons souvent que nous devons laisser personne en arrière, personne derrière. Si nous disons cela, il faut être conscient de ce que l'on promet. Et il faut effectivement mettre en œuvre des actions précises. Et lorsque l'on parle des sans-abri, des migrants sans papier, des prisonniers, et souvent on les oublie, et simplement parce que les gens ne se rendent pas compte de l'importance de ces communautés. Et en fait, en ce qui concerne les sans-abri, il y a 700 000 personnes qui, tous les jours, dorment dans la rue en Europe. Donc, en fait, il faut pouvoir les atteindre. En fait, nous avons le registre des inégalités et en fait, de par sa nature, l'analyse des inégalités en ce qui concerne, par exemple, le cancer, n'inclut pas ces communautés dont je parlais précédemment. On entend cette volonté d'une seule santé pour tous. Tous, c'était le mot qu'avait retenu Ole Peter Otterson, et on le retrouve aussi, ne pas oublier les personnes vulnérables. Dorly, l'invitée suivante est Catherine Pajares-Sanchez. Qui est-elle? Thank you. Catherine is a member of the French Economic, Social and Environmental Council. Alors, Catherine fait partie du Conseil national pour l'économie, le social et l'environnement, CESE, et elle va nous faire sa présentation sur ce point. Merci d'accueillir le Comité social, économique et environnemental. La crise du Covid a créé des attentes très importantes chez les citoyens et les citoyennes vis-à-vis de la santé. Aujourd'hui, 60% des citoyens européens souhaitent que l'Union européenne acquiert davantage de compétences, mais en même temps, seuls 48% des Européens s'estiment satisfaits de l'action de l'UE pendant cette pandémie. Le CESE estime que le moment politique que représente cette crise sociale, économique et sanitaire est un moment opportun pour aller plus loin afin de satisfaire la demande des citoyens européens et pour que l'Union européenne fasse de la santé une réelle priorité. Pour nous, il s'agit de répondre à la fois aux attentes des citoyens et citoyennes de plus d'Europe et de leur démontrer que cette dernière peut être efficace et leur apporter du bien-être au quotidien. Bâtir ainsi aujourd'hui une Europe de la santé est donc un projet ambitieux, à la fois économique et social, mais qui est à même, pensons-nous, de relancer la construction européenne. Le CESE est en cours d'élaboration de ses recommandations. Je ne peux donc aujourd'hui à ce stade que vous livrer les grands axes de réflexion que nous mettrons sur la table. Le premier, évidemment, c'est comment construire un modèle européen commun en matière de santé, fondé à la fois sur les valeurs et les engagements de l'Union européenne, en mettant ainsi en œuvre efficacement le principe d'un droit à la santé. Le deuxième axe, c'est comment répondre aux attentes de la société en matière de démocratie sanitaire. Pour nous, cette démocratie sanitaire doit se traduire concrètement par la prise en compte de la société civile et des citoyens et citoyennes, tant sur le plan de l'élaboration des politiques de santé que dans la gouvernance des structures concernées par celles-ci.
Ensuite, comment promouvoir un modèle de santé inclusif qui doit gommer les disparités entre États membres afin de constituer un axe central de la future UE de la santé. Comment renforcer enfin le poids de l'Union en tant qu'acteur de la santé mondiale et promouvoir un modèle de solidarité à l'international. Pour répondre à ces questions, il nous semble bien que l'Europe doit faire face à des défis politiques. Comment renforcer la santé en Europe sans poser la question des traités, et nous ferons, nous l'espérons, des recommandations pragmatiques. La question de la gouvernance. La Commission estime nécessaire un portage politique au plus haut niveau. Comment articuler l'action des différentes agences en œuvre à l'Union? Enfin, un défi de recherche, au-delà de la question de l'effort et du niveau de l'effort budgétaire à atteindre, il nous semble que doit se poser la question des acteurs à soutenir. Enfin, défi industriel, l'UE est un marché stratégique. S'interroger sur comment sécuriser les approvisionnements en produits de santé, renforcer le tissu industriel et les chaînes d'approvisionnement, et la pandémie a bien mis en lumière cette obligation. Enfin, construire une Europe de la santé pose le défi de la gestion des données et de l'accès au numérique. Pour nous, l'élaboration d'un espace européen des données est incontournable. Nous terminerons nos travaux par le défi de santé publique. Pour le CESE, l'Union européenne doit renforcer ses actions en matière de prévention. Se pose devant nous un défi concernant la santé mentale que la crise sanitaire a mis en évidence. Enfin, l'Union européenne, c'est aussi des milliers de travailleuses et de travailleurs, et nous estimons à ce stade que les différentes problématiques relatives à la santé au travail sont insuffisamment traitées par l'Union. Nos recommandations concrètes et opérationnelles seront présentées en assemblée plénière le 12 avril. Cette assemblée plénière est retransmise en direct et nous vous invitons, si vous le pouvez, à nous rejoindre sur notre site pour entendre nos propositions très concrètes que nous ferons remonter à la Commission européenne et au gouvernement français. Merci de votre écoute. Le rendez-vous est noté, Catherine Parajas-y-Sanchez. Marion Lelouvier est notre dernière invitée. Dorly, c'est bien ça? Very good. So I just want to, we're running short of time, so I just have three. Marion, est-ce que Marion, vous êtes là? Qui est-ce qu'on entend? Oui. Non, c'était peut-être. Qui est-ce qui parle là? Nous avons un petit souci. Marion attend sagement, je le vois à l'écran. Nous allons vous présenter Marion. Vous êtes la présidente du directoire à la Fondation de l'Avenir pour la recherche médicale appliquée. C'est bien ça. Dorly, est-ce que vous voulez dire un mot? Yes, Marion, thanks for handing over. There were some technical issues there for a second, sorry. Dorly. Okay, Marion, we would like to hear about Fondation de l'Avenir's recommendations. Merci à vous. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. Effectivement, je représente la Fondation de l'Avenir qui a soutenu des centaines d'équipes de recherche depuis 35 ans en recherche clinique et appliquée. Nous accompagnons des médecins, des chirurgiens, des infirmiers, des ingénieurs en France et aussi sur quelques projets pan-européens au sein de EITL. La fondation est reconnue d'utilité publique et abrite d'autres fondations, dont une en santé-environnement et une qui recherche vraiment les meilleures organisations pour favoriser l'accès à la santé de toutes les populations. Sur tous, sur les pouvoirs publics, sur les citoyens et évidemment sur le lien entre les citoyens et les acteurs de santé, à la fois, comme beaucoup d'interlocuteurs avant moi l'ont dit, pour éviter la maladie par la prévention et la promotion de la santé, et aussi pour guérir la maladie quand malheureusement elle est là. Or, le constat que nous pouvons faire, c'est que beaucoup de citoyens sont éloignés des acteurs de santé et que beaucoup d'acteurs de santé sont isolés.
Nos préconisations sont donc de résoudre cette question qui a des connotations et des conséquences au niveau géographique, bien sûr, mais aussi plus largement d'organisation. Un des axes de travail est de refondre l'organisation de la santé pour que l'exercice isolé devienne minoritaire et favoriser l'exercice regroupé, pour que chaque acteur de santé puisse intervenir sur une chaîne de soins et puisse travailler en réseau, soit dans des lieux d'exercice pluriprofessionnels comme les centres ou les maisons de santé, par exemple, ou les établissements de santé sanitaire, bien sûr, soit en réseau avec l'aide de la santé numérique quand leur territoire est relativement isolé et qu'ils peuvent faire appel grâce au digital à des experts d'autres pathologies sur des outils numériques, comme l'ont également évoqué d'autres intervenants avant moi. La délégation de tâches est quelque chose sur lequel beaucoup d'acteurs se prononcent en ce moment. Il y a un certain nombre de rapports qui sont publiés également. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons, nous, Fondation en recherche médicale également, à travers les projets de recherche que nous soutenons sur l'organisation des soins. Et évidemment, la multidisciplinarité nous paraît être un facteur de succès autour du patient dans toutes ces démarches. Ces réseaux de soins doivent être organisés évidemment au niveau régional, au niveau national et au niveau international, européen un minimum, pour faire jouer à plein la solidarité, tout en étant attentif aux questions d'éthique et aux questions à chaque fois de consentement du patient, puisque ça a été évoqué également, l'intérêt du patient et le consentement du patient est quelque chose qui est central. Évidemment, pour que cette organisation puisse fonctionner, les questions de formation des professionnels de santé sont importantes. Et je salue à ce titre-là, évidemment, dans le cadre de l'année européenne de la jeunesse en 2022, l'invitation qui a été faite cet après-midi à ce que des étudiants puissent s'exprimer comme nous. C'est évidemment quelque chose qui est important. Nous finançons nous-mêmes un certain nombre d'étudiants et nous finançons et nous accompagnons les chercheurs tout au long de leur parcours. Et c'est bien dans la transmission des savoirs aussi que l'amélioration de l'accès à la santé pourra être faite, d'une santé globale et d'une santé durable. Pour que cette formation soit la plus efficace possible, évidemment, nous sommes pour des recommandations en termes de standards de formation, d'équivalence de diplôme, continue pour que les valorisations d'expérience puissent être réalisées pour que les professionnels de santé puissent avoir de la mobilité professionnelle. C'est quelque chose qui est important et qui peut être travaillé là encore en multi-acteurs, en partenariat entre les acteurs académiques, les acteurs privés comme les fondations et les acteurs publics, bien sûr, dans la mesure où nous pouvons réfléchir ensemble aux critères minimums de formation, aux critères d'excellence et au parcours que peuvent suivre les soignants tout au long de leur carrière. La formation, c'est un outil de reconnaissance et bien sûr, il y a d'autres outils de reconnaissance comme le respect des droits. Le respect des droits qui est fondamental dans l'expérience des soignants et qui concerne et qui parfois malheureusement est mis à mal puisque nous constatons tous qu'un certain nombre de violences s'exercent à l'encontre des professionnels de santé. Ces violences peuvent être émanées des patients eux-mêmes, parfois, qui dans une difficulté d'accès aux soins, mais peuvent émaner aussi du système, soit parce qu'on n'a pas réussi à protéger les soignants du sexisme, par exemple, soit parce qu'on n'a pas réussi à protéger leur éthique, leur déontologie, leur liberté d'exercice professionnel. Et c'est quelque chose qui est important tant en France que partout en Europe et partout dans le monde et qui doit faire jouer également la solidarité. Merci beaucoup Marion Lelouvier, vous parliez de formation et justement nous allons entendre l'étudiante de cette table ronde. Il s'agit de Soe Yu Naing d'Orly. Elle est étudiante. Où est-elle étudiante? Elle est aux Pays-Bas, c'est bien cela, elle est étudiante à l'université d'Utrecht. Hello. Et excusez-moi, Yeah, vous êtes un monsieur. Okay, perfect. I will keep it to 2 minutes. I know everyone's really tired. So my message is that, you know, as someone who came from the outside of Europe, in my case from Myanmar or Burmese, en fait, je viens de Birmanie et l'Union européenne m'a fait une bourse pour venir étudier en Europe.
Et basé sur mon expérience ici en Europe, je ferai 2 recommandations. Et je travaille en collaboration avec des campus en France, en Écosse, en Espagne et aux Pays-Bas. Comment le système microbiologique est compris. Et nous avons pu noter des manques de connaissances et cette participation, ces invitations devraient être plus importantes et offertes de façon plus apportée envers les autres. Notre recherche a prouvé qu'il fallait partager ces connaissances et nous comprenons que ces problèmes sont liés à l'approche humaine et en fait, il faut intervenir de façon à ce que la bonne santé des citoyens soit mise en avant. Merci. Nous vous retrouvons pour conclure cette 3e table ronde. Quelles sont les recommandations qui ont émergé de ces discussions avec les différents invités que vous aviez autour de vous? Thank you, Edwige. Yes, I've been Alors, taking. en fait, oui, j'ai essayé de prendre des notes et nous avons eu des recommandations diverses et variées. Et en fait, il y a beaucoup à faire. Donc, Gunhild a commencé à nous dire qu'il y avait un manque d'innovation et de coordination de la recherche et elle nous demande d'écouter les citoyens. Et Catherine l'a dit également, il faut écouter les citoyens et écouter leurs attentes. Gunhild a mis l'accent sur le fait que la science en général doit être écoutée. Pearling a rebondi sur le besoin de l'interdisciplinarité et il est vrai que cela a été mentionné par d'autres personnes également afin d'avoir une plateforme de données qui soit responsable. Pearling disait quelque chose qui était intéressant. En fait, à l'heure actuelle, on est dans le contrôle et il faut arriver à une collaboration. Il est important de partager l'accès et il faut combattre l'inégalité. Il faut que la société civile s'organise et soit considérée comme un partenaire par la Commission européenne. Catherine disait qu'il fallait renforcer l'utilisation des données de santé globale. Elle a mis l'accent sur les défis de ces objectifs, mettre l'accent sur la prévention et de santé. Marion a mis le doigt sur les manquements lors de la pandémie et le travail incroyable des professionnels de santé. Elle a également mis l'accent sur l'utilité de la collaboration internationale et Soyou a terminé en nous présentant son approche et son travail. Et d'après lui, la collaboration n'était pas suffisante. Et en fait, l'approche, tout simplement, était à revoir. En gros, c'est ce qui a été partagé au cours de cette table ronde.
je vous remercie